administratif et sur le plan pratique. Sur le plan administratif, la récolte, est-ce que ça va fonctionner? Sur le plan pratique, est-ce qu'on leur donne des mines? Par exemple, la mine de Kassoulou. Je ne sais pas comment vous répondez à cela. J'attendais qu'après le vendredi, on puisse avoir une suite, mais il paraît qu'il y a des couacs administratifs ou sécuritaires autour de cela. Il en est de même pour le lithium, parce qu'on parle de lithium-ion. J'ai eu l'avantage d'organiser une conférence sur le lithium, où différentes parties prenantes étaient là. Déjà, vous constatez qu'entre les partenaires, AVZ et Cominière, il n'y a pas d'entente. Pour preuve, dernièrement, Cominière vient déballer l'appel d'offres, ou ce n'est pas ceux qui ont soumissionné, 2 entreprises pour la réhabilitation du barrage de Pianamouane. À côté d'eux, AVZ n'est pas là. AVZ qui pourrait utiliser ce courant. Est-ce qu'on est cohérent dans cela? De même, il y a la zone économique spéciale qui va être créée à Kibouchi. Mais les gens de Manono attendent une zone économique spéciale. Ce dont AVZ a parlé aussi. Est-ce qu'on peut coordonner tout cela pour qu'on puisse capitaliser sur le lithium et ce cobalt? Merci. Thank you. Next. Thank you for your remarks. Merci. Je suis Pili Pili. Je suis directeur général d'une société de l'énergie. Mon intervention est sur justement cette transition énergétique, qui ne dit pas son nom, mais qui ne doit pas être une transition où il y a une période déterminée. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 40 ans. C'est sûrement un siècle. Pourquoi? Parce que quand nous avons commencé à être enseignés, on nous a dit que l'homme a commencé à utiliser l'énergie solaire, puis le bois, puis le charbon noir, puis le pétrole, le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis les énergies nouvelles. Et nous nous rendons compte que jusqu'aujourd'hui, l'homme n'a jamais abandonné la moindre énergie. C'est-à-dire qu'on utilise toujours le bois, on utilise toujours le charbon, on utilise... Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du cobalt. Nous pensons que le cobalt, comme le lithium et autres germanium, sont des minéraux qui deviennent stratégiques. Mais nous pensons que pour les produire, on a également besoin, c'est d'abord des ressources fossiles, que nous devons produire avec une énergie fossile d'ailleurs. Et quand vous regardez convenablement toutes ces choses, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'opposer inutilement le nord au sud. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent la parole au nord sont en fait les représentants des sociétés, c'est-à-dire qu'au nord, le gouvernement dirige les sociétés, et au sud, les gouvernements dirigent les populations. Et ensemble, le nord et le sud, nous devons faire une transition énergétique, mais c'est impossible. On ne peut pas la faire ensemble. Et ce que nous devons faire, c'est que le sud, c'est-à-dire la RDC qui a 70% de minéraux et de cobalt, doit décider d'ici 2030 exactement d'arrêter de produire et d'exporter le cobalt. Ça sera une très bonne chose, ça sera la seule façon pour nous de maîtriser cette ressource. Et la RDC doit également décider d'arrêter de produire le lithium et de l'exporter. C'est seulement de cette façon-là que nous allons le contrôler. Nous nous sommes aperçus que ceux qui se sont regroupés, il y a une vingtaine de pays dans le monde qui produisent du cobalt, mais quand on regarde bien, comme a dit le dernier intervenant du panel, sur le 20 ou 21 pays, il n'y a que la RDC qui a 70%. Donc si nous décidons de bloquer, de ne plus exporter, tout le monde nous suivra et nous allons demander à chacun, celui qui a besoin de batteries, il vient mettre une usine, nous construisons l'usine ici, nous produisons les batteries et on lui vend les batteries. Celui qui veut les puces, nous construisons l'usine ici, nous produisons les puces et on lui vend les puces. Je pense que c'est la seule façon, avec le Parlement, nous avons confiance, avec l'actuel Parlement ou le futur Parlement, qu'à l'horizon 2030, la RDC refusera d'exporter les cobaltes. Thank you very much for your remarks. I think we have time for one more
next comment. I'll ask Inga, do we have time for one more comment? We have time for one more comment. Yes. Maybe, well, we have 4 currently in the queue. May I ask you to please keep your remarks brief? Yes. Just because, of course, we would like to then invite His Excellency to provide concluding remarks. Thank you very much, Susanna. I'll be brief. Bonsoir, mon nom c'est Yves Bawa, je suis le directeur de l'Organisation internationale Pacte pour la région des Grands Lacs. Je voulais commenter et poser la question à Cobalt Institute sur l'intervention de David de Ferroat Alliance. Il a parlé de la réputation des minéraux issus de l'exploitation artisanale qui vient de la RDC, où c'est dramatisé au niveau du monde et on ne sait même pas voir le visage par les gens qui ne tiennent pas compte des réalités sur table. Il a parlé que c'est un processus et que la communauté, les marchés au niveau international doivent être patients parce qu'il y a des étapes à suivre, les choses ne sont pas juste en jour et nuit. Est-ce que vous, comme Cobalt Alliance, vos membres sont prêts à accepter que c'est un processus, parce que le standard que vous imposez entre l'exploitation industrielle et artisanale sur le même standard, et que s'il y a un tout petit rapport des organisations de plaidoyer au niveau international, on critique la RDC, c'est juste du noir. Ça c'est vrai. Au gouvernement congolais, là je parle vraiment pas comme directeur de PAC, mais comme Congolais, c'est aberrant de voir que les gouvernements de la RDC décident de contrôler un secteur qui est si important comme le secteur artisanal des cobalt, avec 25 à 30% de la production de la RDC et plus de 10% de la production mondiale, et que jusqu'aujourd'hui, LGC ne marche pas. Comme citoyen congolais, je suis choqué. Et permettez-moi, là je parle comme citoyen, c'est compliqué. Merci. Merci. Alors, Thank you. Can we take one final? Oh, okay. on peut avoir 3 si on est bref. Vraiment bref. Ok. Soyez honnête. 1, 2, 3. Bonjour, mon nom est Abid Zingé, je suis stratégiste stratégique, je voudrais juste un peu de parler. En fait, nous sommes là dans une conférence organisée par Cobalt Institute et ça devrait déjà être un problème. Simplement parce que ça montre clairement que nous n'avons pas anticipé sur les problèmes. La réalité, c'est que notre pays a un petit problème de coordination. Nous sommes là sur une affaire que l'on appelle la transition énergétique. Mais lorsqu'on commence à parler, on parle des métaux. Nous sommes donc là dans la métallurgie et donc dans les mines. Et le seul ministre qui est dans la salle, c'est le ministre de l'Industrie. Le problème que nous sommes en train d'essayer de résoudre aujourd'hui, sur lequel nous discutons, c'est un problème que nous avons commencé à poser aux autres. Je crois qu'il y a un travail fondamental à faire avec toutes les organisations internationales, mais je crois qu'il y a surtout un problème interne. Lorsque vous regardez tous les programmes dont on est en train de parler ici, l'horizon moyen de planification, c'est 10 ans. Notre plan interne est entre 4 ans, en fait, il se termine l'année prochaine. Je pense qu'il y a un vrai problème de remise en question pour que nous soyons en mesure de développer des outils internes qui règlent les problèmes de manière classique, de sorte que nous devenions non pas un problème pour les autres, mais une véritable réponse. Et ça, c'est une question d'intelligence stratégique. Et nous en avons beaucoup dans le pays. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que nous ayons un alignement dans notre curriculum de gestion et de gouvernance. Et ça permettra que les opérateurs miniers et les opérateurs énergétiques donnent des réponses aux importateurs ou aux exportateurs éventuellement des produits miniers du secteur de la transition que l'on appelle aujourd'hui énergétique, qui est en fait une transition écologique. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Thank you. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est M. Ernest Nkararo. Je suis de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, membre de Transparency International. La première question, je la pose à Cobalt Institute. Et la deuxième, je vais la poser à SoftSeed. La première question concerne les membres de Cobalt Institute. Est-ce qu'ils ont des politiques anticorruption au sein de leur société? Pourquoi? Parce que
plusieurs de ces sociétés sont accusées, ils sont condamnés pour faits de corruption. Est-ce que Cobalt Institute sensibilise ses membres contre les faits de corruption que les membres peuvent poser à l'extérieur de leur pays? Ça, c'est la première question. La seconde question, je la pose à SOFSID. SIDSOF. Nous avions milité pour qu'il y ait EGC. Nous tous, nous sommes ici nombreux, nous avions fait pression auprès du gouvernement pour que EGC soit créé. Pourquoi? Parce que nous avions suivi les derniers intervenants qui disent que non, les minerais provenant de l'artisanat, on le voit comme des minerais du sang ou de diable, je peux dire. On a créé EGC. SOFSID vient d'avoir un contrat avec le gouvernement de Douala. Et nous, société civile, les missions de SOFSID, c'est presque la même mission de EGC. Est-ce que c'est normal? Le président crée EGC par ordonnance présidentielle ou décret par le Premier ministre. Le gouvernement de Lualaba octroie la même mission à une société privée. Or, nous savons tous que l'EGC va encadrer les artisans. On est en train de critiquer ici, qui travaillent mal, qui travaillent dans les conditions inhumaines, comme la dame de l'OIT l'a dit. Or, nous soutenons l'EGC ici. Nous disons, c'est vous qui devrez faire ce travail-là. Ils doivent travailler avec les DG de Saïmapé, qui est tout près là. EGC doit travailler avec eux. Mais malheureusement, on amène une société, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment. Comment est-ce que nous allons quitter dans ce qu'on est en train de nous critiquer? Comment nous quitterons dans ce sens? Excellence, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez porter nos voix auprès du chef de l'État? Merci. Thank you so much. And Indigo, I think in the interest of time... Oh, sorry. This is the last one. The last question. Sorry. But thank you very much for your question. On to the next. Hi, my name is Emmett Livingstone. I'm a journalist from AFP. I have two small questions for Ms. Kaninda from Glencore, if I may. The first, could you elaborate a bit more about Glencore's position on artisanal mining in the DRC? To what extent does it pose a problem to your core business? And secondly, more concretely, in last year's Glencore annual report, there was mention of the Shabara mine site and how there are discussions with the DRC government to try and relocate the artisanal miners in Shabara. Could you provide us with the latest on those discussions? Thank you. Thank you very much. So I just want to, before I ask our panel to comment on any of the remarks or questions directed at certain representatives, the Cobalt Institute is here today as a convener, so in this role I will not directly be answering questions to us, but of course you are invited to come and approach me afterwards, after this event, to be able to discuss more and also to follow up. This is already our second time here, and we intend to come again and stay connected. So, and we are always available online to discuss, including with all Congolese stakeholders. But I really would like to hand over to our panelists to remark on anything they've heard or to address specific questions. And the first would be Tosin. Thank you. Merci. On m'entend? On m'entend? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui, merci pour la parole. Je vais peut-être m'appesantir seulement sur deux des nombreuses questions qui ont été posées. Celle sur la durée de la transition. Allô? Oui. Donc, je vais m'appesantir sur la durée de la transition écologique et sur EGC de manière générale. Pour la durée de la transition écologique, il y a plusieurs réflexions qui sont menées, mais celle que j'aime bien, c'est celle qui a été développée par les négociateurs au sein de la Convention climat, réunis au sein du groupe des pays les moins avancés. Et la RDC en fait partie. Hein. Donc ce sont des pays qui ont un faible revenu par tête d'habitant, qui ont un faible
indice de développement humain. Et donc ces négociateurs estiment qu'il y a 3 types de délais à atteindre. D'ici 2030, il faut viser l'accès universel à l'énergie, à l'électricité. Et cette énergie-là peut être de n'importe quelle source. Elle peut être de l'énergie qui provient des énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, la biomasse, pourquoi pas le gaz méthane du lac Kivu, pourquoi pas l'hydrogène qui sera généré par Fortescue à Inga. Cette énergie-là peut venir de n'importe quelle source, et même de sources fossiles. Et la RDC aujourd'hui a levé l'option de commencer à développer l'autre volet de son industrie extractive, le volet pétrolier et gazier. Et donc, on estime qu'au niveau du groupe des négociateurs des pays les moins avancés, qu'il faut avoir accès à 100% d'énergie, quelle que soit cette source d'énergie, pour pouvoir non pas amener une ampoule dans un village, mais pour pouvoir développer des moyens productifs et créer de la valeur, créer de la richesse et réduire la pauvreté dans le pays. Parce que même si on doit faire une filière de production de batteries ici, il faudrait qu'on ait accès à l'énergie. Et donc il faut d'abord avoir accès à cette énergie et que celle-ci soit fournie de manière universelle. Ensuite, à l'horizon 2040, il faudrait essayer de voir comment arriver à de l'efficacité énergétique. Et cela passe par la planification, par la stratégie, comment est-ce qu'on arrive à faire des bâtiments qui ont de grandes baies vitrées, des bâtiments qui aient chacun des panneaux solaires sur leur toit, de telle sorte qu'ils puissent, une fois que le bâtiment a produit suffisamment d'énergie, renvoyer le reste de l'énergie dans le mix énergétique. Donc il faudra ensuite à l'horizon 2040 voir comment réaliser toutes ces efficacités énergétiques. Et ensuite, à l'horizon 2050, voir comment verdir ce mix énergétique en le rendant totalement net en émissions carbone. Donc les choses pourraient être séquencées de la sorte. Mais bien entendu, si ces pays-là reçoivent suffisamment de soutien en termes de financement, en termes de transfert de technologie et en termes de renforcement de capacité, il y aura moyen d'accélérer cette transition-là pour faire un saut qualitatif et arriver à totalement verdir le mix énergétique d'ici 2030. Mais sinon, en tant que pays moins avancé, pays pauvre, il faut se donner le temps de créer de la richesse avant d'essayer d'être plus royaliste que le roi, en essayant de totalement verdir son mix énergétique. Alors pour EGC, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais simplement dire que nous en tenons aux prescrits de la loi, et il s'agit donc du code minier qui, en son sein, organise la petite mine artisanale. Il s'agit du décret qui crée EGC. Et donc nous sommes, nous en tout cas, orientés par ces différents instruments pour savoir que nous devons travailler en partenariat avec CEMAP, nous devons travailler en partenariat avec ceux que nous avons choisis dans la première phase de EGC, c'est-à-dire l'un des grands traders de la planète, Trafigura. Nous travaillons avec CEPLOUM, un partenaire technique. Nous travaillons avec PACT, une ONG internationale réputée, qui nous aide à pouvoir promouvoir nos standards. Et nous savons que nous devons également travailler avec ARECOMS, pour que ARECOMS puisse entériner et confirmer les standards que EGC a développés. Mais EGC, à l'instar de Sud-South, si je peux me permettre de paraphraser Dick tout à l'heure, est également une aventure congolo-congolaise. C'est le gouvernement congolais qui a décidé de développer une approche pour essayer de responsabiliser cette filière du combattant artisanal qui produit énormément de revenus, qui malheureusement échappe au trésor public congolais et laisse ces artisans miniers dans des conditions de travail abjectes. Et donc EGC, si elle peut commencer à fonctionner, pourra en 3-4 ans générer près de 3 milliards de dollars, 700 millions de dollars pour le trésor public congolais, 700 millions de dollars pour notre filière, notre maison mère, la GECAMI, et surtout 117 millions de dollars à mettre dans des projets sociaux. Donc c'est ce que EGC veut faire.
Nous avons également un projet d'inclusion financière où les creuseurs seront payés à travers une solution électronique que nous développons avec une banque de la place pour pouvoir créer de la traçabilité pour que le creuseur demain, après avoir été payé pendant 3 mois, 6 mois, puisse aller emprunter de l'argent en disant voilà quels sont mes revenus, voilà la preuve que je suis décemment payé chez EGC et je voudrais souscrire à un emprunt. EGC veut également reconnaître que le travail est ardu pour ces artisans miniers et EGC veut penser à leur reconversion dans d'autres activités lorsqu'ils n'auront plus la vigueur pour continuer à travailler dans les mines. Donc EGC veut également créer une école, une université, un centre de formation d'excellence pour que demain, des enfants de creuseurs soient mieux formés et puissent aller postuler à des postes qualifiés chez des partenaires industriels comme Glencore. Et EGC, bien sûr, va faire tout ça avec les communautés, à travers des comités locaux de suivi. Parce que EGC estime qu'elle n'a pas vocation à venir faire le bonheur des gens pour eux, sans eux. Donc voilà la démarche dans laquelle EGC est inscrite. Et si effectivement demain on laisse EGC fonctionner, il y aura plus de traçabilité pour l'État congolais, il y aura plus de revenus et nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de prospérité. Merci. Thank you, Susanna. Merci. Je vais répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. La première ne m'était pas posée directement. C'était celle liée, je pense, par Monsieur Denis Coco. C'était celle liée à la bonne gouvernance et je pense au fait de corruption que vous avez relevé. Je suppose que vous faites allusion au fait de corruption qui a été prononcé par le tribunal américain et où Glencore avait reconnu avoir corrompu. Et je voudrais revenir sur ce point ici, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais ce sont des faits qui datent d'il y a plusieurs années et c'est volontairement que Glencore a accepté de reconnaître coupable pour ces faits de corruption. Peut-être que d'autres devraient peut-être aussi le faire, toutes les entreprises ne l'ont pas fait, donc c'est sans gêne que je me mets là et je dis que nous avons accepté ces faits-là. Et ce sont des faits, comme je le dis, du passé. Et ça fait plus de 4 ans que Glencore a un programme de gouvernance très très strict, avec un code de conduite, avec des valeurs très précises. Et si vous le voulez, je pense qu'on a l'habitude d'échanger, on aura l'opportunité d'échanger sur ce programme-là. Donc aujourd'hui, ces faits-là n'existent plus. Les personnes qui ont eu à commettre ces faits de corruption ne font plus partie de notre société. Donc, je veux dire, ce sont des faits du passé. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On sera vraiment content de pouvoir échanger sur ça. Alors, ensuite, j'ai eu une deuxième question sur la position de Glencore par rapport à l'ASL. Glencore, effectivement, est membre du FCA. Étant membre du FCA, c'est-à-dire que nous soutenons les efforts qui sont faits pour améliorer les conditions de l'artisanat minier. Nous sommes dans un modèle de coexistence, c'est-à-dire que nous n'achetons pas la production artisanale, mais nous soutenons simplement le travail qui est fait par le FCA. Et l'une des raisons, on en a parlé tout à l'heure, c'est la réputation du cobalt artisanal qui fait du mal à toute l'industrie de production